Alors, on en a combien? Bonjour à tous, je m'appelle Khadija Laurent, je suis basée à Chicago. Je suis déléguée consulaire donc du Midwest et du Kentucky au nord des États-Unis. Je suis agent immobilier à Chicago, j'aide énormément dans la communauté française. J'ai également trois enfants qui sont scolarisés au lycée français de Chicago. Et c'est vrai que la question de l'éducation revient souvent pour nous. Et aujourd'hui, nous avons décidé avec Mylène et Belkin, Mylène qui est conseiller consulaire et euh, conseillère d'orientation à Mexico City, et Belkin qui est aussi conseiller consulaire en Turquie. Donc, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter ce webinaire sur Parcoursup. Alors, c'est une vision globale et générale de comment ça fonctionne. Et je laisse la parole à Belgin qui est en Turquie. Merci Khadija. Donc, bonjour à tous et un grand merci d'avoir répondu présent donc, à ce webinaire. Donc, comme l'a précisé Khadija, moi je suis conseillère des Français en Turquie et je suis également avocate. Donc, il faut savoir que la langue française en Turquie, elle a toute son importance, de même que l'éducation française. D'ailleurs, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, le français était encore la première langue étrangère enseignée en Turquie. S'agissant plus précisément de la présence de l'éducation française en Turquie, celle-ci est loin d'être négligeable. En effet, nous avons deux établissements scolaires qui dépendent du système éducatif français. À Istanbul, nous avons le lycée Pierre Loti, qui est un établissement homologué, AEFI, qui accueille 1385 élèves de toute nationalité. Et nous avons à Ankara le lycée Charles de Gaulle, qui fait partie également des 500 élèves du réseau de l'AEFE. Ce lycée, quant à lui, compte environ 900 élèves de toute nationalité. Donc, si ensemble nous avons voulu organiser une visioconférence sur la thématique de Parcoursup, c'est parce que chacune de notre côté, de Chicago à Istanbul, en passant par Mexico, nous avons reçu une multitude de questions sur ce sujet. Nous sommes conscientes que les inscriptions sur Parcoursup, étape primordiale dans la trajectoire d'orientation post-bac, est une démarche parfois difficilement appréhendée par les élèves, qui peuvent se sentir envahis par le stress. L'objectif donc principal de cette rencontre, c'est de vous donner davantage de visibilité sur cette plateforme et de répondre à vos questions. Et c'est pour cela que Mylène est là et je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Belkine. Merci à tous pour votre présence. Je suis Mylène Odnirat. Je travaille au lycée franco-mexicain de Mexico. Je suis conseillère d'orientation depuis 10 ans maintenant et je suis ravie de partager mon expérience avec vous. Si bien j'ai pas énormément de réponses pour des Français qui sont pas inscrits dans un établissement français à l'étranger, je vais essayer de répondre quand même à certaines inquiétudes et suivant mon expérience. Alors, je vais juste commencer par partager mon écran pour vous expliquer un peu la procédure de Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme qui centralise toutes les inscriptions aux universités en France. Certaines universités privées ne sont pas, mais d'autres oui, hein, ou la plupart sont là. Je vais juste partager mon écran maintenant. Vous me dites si vous voyez mon écran maintenant. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, très bien, on le voit bien. Parfait. Alors voilà, ça c'est la plateforme. Vous rentrez sur Parcoursup et hop, ça va ouvrir cette plateforme automatiquement. La procédure est en 3 étapes. Ça commence en novembre et là, c'est le moment où la plateforme ouvre ses portes pour que les élèves puissent découvrir les formations, les différentes formations, où se trouvent les formations, les prérequis, etc. Et ils commencent à s'informer.
Après ce début, en janvier, du 17 janvier au 14 mars, c'est-à-dire maintenant, c'est le moment où les élèves doivent s'inscrire pour formuler les vœux. C'est-à-dire, une fois que les élèves ont fait ce travail de recherche, ils pourront beaucoup mieux réaliser la partie de sélection de ces vœux jusqu'au 14 mars. Par la suite, le 3 avril, ils peuvent choisir tout et faire les vœux sans les classer, pas besoin de les classer. C'est une première phase, là, tout de suite. Par exemple, ils peuvent dire, ben, ça m'intéresse une grande école d'économie avec une licence, faire tous les choix comme ça qui leur viennent un peu et les mettre sur la plateforme. Et par la suite, ils pourront faire une analyse plus détaillée et enlever certains vœux, et, etc. À eux de voir. Et c'est pour ça qu'ils ont jusqu'au 3 avril. Ça veut dire que jusqu'au 14 mars, tous les vœux qu'ils ont choisis, après, ils peuvent éliminer certains, etc. Mais au 3 avril, ils doivent confirmer tous les vœux. Un vœu qui n'est pas confirmé est considéré, n'est plus considéré. OK? Et après, par la suite, ben, le 30 mai, ils auront les réponses des formations et la partie d'inscription viendra à se rajouter à la plateforme. Alors, on va aller un petit peu plus en détail sur cette partie des informations. D'abord, où on trouve les informations de toutes les formations. Il y a deux plateformes très intéressantes. C'est la plateforme Avenir de l'ONICEP, où il y a toutes les formations. Aussi, il y a les métiers, c'est-à-dire que les élèves peuvent venir voir les différents métiers et par la suite considérer, si c'est ce métier qui m'intéresse, donc je vais faire cette formation-là, etc. Et Parcoursup est aussi la plateforme de recherche des formations. Alors, je voulais juste vous partager à nouveau, on va rentrer sur, attendez, je vais partager un autre écran. Et je vais juste partager. Voilà, vous voyez mon écran, ça c'est la plateforme Parcoursup et ça c'est la plateforme de recherche. Alors vous allez retrouver cette plateforme et là vous mettez par exemple, on va mettre une licence de droit. Attendez, j'ai mal écrit ça. Voilà. Et là, vous allez trouver, par exemple, tous les facultés ou les universités qui proposent cette formation sur la carte. Vous allez pouvoir dire, écoutez, ça m'intéresse uniquement dans la région parisienne, etc. Et là aussi, vous pouvez faire des filtres. Je veux uniquement des établissements publics, je veux des formations uniquement en apprentissage ou des CPGE uniquement. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très facile on va appeler ça, pour les différentes universités. Une fois que vous avez trouvé une université qui vous intéresse, on va voir ici, par exemple, on va voir la formation. Alors,
c'est des informations très importantes qui apparaissent ici. Là, c'est la présentation évidemment de la formation avec toutes euh, les conseils que peuvent donner à un élève. Il y a aussi, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, vous pouvez passer à la fiche UNICEF et il y a d'autres, ou contacter l'établissement aussi. Il y a énormément d'informations là. Comprendre les critères d'analyse des candidatures, c'est aussi très important parce que là, quand les élèves, certaines formations vont leur demander une lettre de motivation, ça, c'est des points très importants à considérer parce que, suivant la lettre de motivation, ils vont devoir quand même se dire, il faut focaliser sur ces points-là pour l'examen des candidatures. OK? Après, voilà, et ça aussi, c'est important de savoir aussi, je reviens par la suite. J'arrive. Mon Internet n'est pas si rapide que je souhaite. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est une information importante de voir tout de suite les places disponibles. Alors, ça, c'est une information pour savoir déjà si c'est un établissement, une formation sélective ou pas. Et c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Alors, si jamais, comme c'est tout de suite, c'est déjà la phase pour faire la sélection des formations, si cette formation m'intéresse, je coche ici et hop, et les rajouter à mes vœux sur Parcoursup. OK? Et je peux juste la sélectionner avec le petit cœur aussi. OK? Bon, ça c'est, j'ai plus accès à ça. Et je vais revenir sur l'autre présentation. Non, c'est pas ça. Attendez, je reviens sur... OK. Voilà. Alors, ça y est, on a vu le moteur de recherche et les procédures, comme j'avais déjà expliqué. Alors, comment il faut procéder pour l'inscription? Vous avez jusqu'à 10 vœux et 10 sous-vœux aux formations complémentaires. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut savoir qu'un vœu, c'est par exemple, je veux faire une école prépa en économique, mais ça, c'est un vœu. Mais par la suite, je peux choisir jusqu'à 10 écoles où cette formation est proposée. Et ça, c'est considéré comme un seul vœu. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. La formation, c'est le premier vœu. L'endroit ou les universités où vous allez faire ces études, c'est considéré comme des sous-vœux. Et là, vous avez jusqu'à 10 sous-vœux. Alors, par exemple, un petit exemple, Isabelle veut faire une licence d'économie. Elle va choisir deux licences en économie, elles sont considérées comme deux vœux. Deux concours de commerce, par exemple, elle va choisir, par exemple, Sésame et un autre concours. Et là, en sous-vœu, elle peut choisir
toutes les écoles de commerce par lesquelles elle peut avoir cette formation. Et après, une école prépa et 10 lycées qui proposent cette formation. OK? Et là, au total, elle a fait que 5 vœux. J'espère que j'ai été plus ou moins compréhensible. Après, voilà, c'est ça les vœux multiples dont j'étais en train d'expliquer. Et par la suite, voilà, c'est tous les vœux des classes prépa à échelle nationale. Les internats, c'est considéré comme un sous-vœu, c'est pas un vœu supplémentaire. Alors, une autre question qui revient souvent, c'est les études de santé. Les études de santé, maintenant, vous pouvez faire par un PASS ou un LAS. Les PASS, c'est des formations beaucoup plus sélectives et là, vous allez avoir une majeure, les majeurs vont être en des études de santé et une mineure avec une autre formation. Les élèves qui ont fait ce choix doivent passer, seront sélectionnés après un concours et les élèves qui n'ont pas passé le concours, ils pourront se réorienter vers la LAS où ils ont fait le choix de leur licence dans des autres matières. La LAS, c'est au contraire, c'est une majeure de n'importe quelle formation avec une mineure en santé. Et là, ils vont pouvoir intégrer l'école de comment c'est de santé pour l'école de santé et ensuite ils vont rentrer ils vont devoir répéter en une deuxième année. Mais c'est plus facile d'accéder voie LAS que PASS. C'est moins sélectif, on va dire. Alors, ils ont plus de chances d'accéder les formations de santé par la voie de LAS. OK? Alors, les élèves peuvent postuler et faire une demande de césure. Ça, c'est important de le signaler. Les universités vont pas voir votre demande de césure que jusque vous allez accepter la formation que vous avez demandée. C'est-à-dire, une fois que les réponses des formations vont venir et que vous dites oui, j'accepte, là, il va falloir, là, les universités vont voir cette demande d'année de césure ou de 6 mois de césure, mais les universités ne sont pas forcées à accepter cela. Alors, ils pourront vous dire, ben, écoutez, non, on n'accepte pas votre année de césure et vous allez devoir repostuler l'année prochaine, ou oui, hein, mais sachez que c'est possible. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, la date limite pour formuler ses vœux, c'est le jeudi 14 mars. Attention, c'est à 23 heures de Paris. Faites attention avec le décalage horaire parce que si les élèves formulent ses vœux au Mexique à 23 heures du Mexique, ça y est, c'est trop tard et ils ont perdu la possibilité de faire ces vœux. OK, ça arrive souvent. Alors, pour finaliser, c'est ce que je vous disais, là, il faut compléter les dossiers. Certains dossiers vont demander des lettres de motivation, d'autres non. Pour les
La lettre de motivation, c'est important de voir ce que je vous ai montré sur la plateforme des formations, les critères d'admission, pour savoir si ma candidature correspond à cette formation. C'est important. Certaines formations vont demander des pièces complémentaires, par exemple des formations en art, ils vont demander un portfolio et aussi, par exemple, les rubriques activités et centres d'intérêt, même si c'est facultatif, parfois c'est intéressant de le mettre s'il y a des élèves qui participent à, par exemple, une association, s'ils font du sport, s'ils font tout ce qu'ils font en dehors de l'école. C'est important de le signaler, même si c'est facultatif, ça peut apporter des éléments importants au moment du choix par les universités. Quand les universités devront faire leur choix, parfois ça peut faire une différence. Quelque chose de très important, confirmer les vœux. Hein, les vœux, il y a deux cases sur la plateforme et les vœux qui ne sont pas confirmés ne seront pas examinés. Okay? Voilà, un peu résumé de ce qu'on a dit tout de suite, c'est la lettre de motivation, les pièces complémentaires, activités, centres d'intérêt. La fiche à venir, ça c'est la fiche, elle est complétée par les professeurs de l'établissement. Ça, c'est pas les élèves qui complètent ça, c'est l'établissement qui complète. Les bulletins aussi, il faut cette année, c'est les établissements qui montent les bulletins. Auparavant, c'était les élèves qui devaient monter leurs bulletins. Maintenant, c'est les établissements. Et là, jusqu'au 3 avril, vous pouvez compléter tous les dossiers, c'est-à-dire faire la partie des lettres de motivation, etc., et compléter les pièces que les formations vous ont demandées. Une fois fini, ben maintenant, c'est la phase d'acceptation et les réponses vont venir à partir du 30 mai. Et là, il faut être très réactif parce que il y a des dates pour répondre. Alors, la phase principale, elle commence, comme je vous ai dit, au 30 mai. Et au fur et à mesure qu'ils commencent à recevoir, ils doivent répondre. La réponse doit être, ils ont des dates et ils peuvent répondre oui, j'accepte, ou ils peuvent recevoir une réponse positive ou en liste d'attente. Alors voilà, les réponses des formations et les choix des candidatures. Si c'est une formation sélective, il doit avoir une proposition positive. S'il accepte, automatiquement, toutes les autres choix que l'élève a fait disparaissent. S'il reçoit une place en attente, il peut rester et garder cette place en attente. Il y aura comment ça s'appelle, une liste d'attente. Il va savoir où est-ce qu'il est placé par rapport à cette liste pour savoir si il a des chances ou pas. À chaque fois que que les élèves commencent à accepter ou à rejeter une proposition, évidemment, les places vont bouger. Et c'est pour ça qu'une liste d'attente est là et donne une possibilité aux élèves d'avoir accès à la formation de leur choix. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Les formations non sélectives vont vous donner une proposition positive, une proposition
oui, si, c'est une proposition d'admission, mais sur des conditions. C'est-à-dire, oui, vous êtes admis, mais il faudra améliorer votre niveau de maths, ou oui, mais il faudra faire je sais pas, des mises à niveau en anglais, ou je sais pas, hein. Mais voilà, c'est des positions avec des conditions et aussi la liste en place en attente. Alors, les alertes, ça, c'est très important de faire attention quand vous allez vous inscrire, de mettre un téléphone que vous allez recevoir des alertes par SMS et un mail que vous devez être vigilant pour ne pas rater des réponses ou des propositions importantes. Les parents peuvent aussi recevoir ces notifications. Vous avez le droit ou la possibilité de mettre les coordonnées des parents pour être vraiment vigilant de des réponses quand elles arrivent. Alors oui, du 16 au 23 juin, pendant les épreuves du bac, les réponses arrêtent pour pas que les élèves soient vraiment ben, perturbés par les réponses. Alors, les élèves ne peuvent répondre à une seule proposition, c'est-à-dire quand ils acceptent, je vous ai dit, une proposition, toutes les autres s'annulent. Alors, il faut faire attention à ne pas accepter des propositions qui ne correspondent pas à ce qu'ils souhaitent. Alors, s'il y a des possibilités, oui, certains élèves peuvent, par exemple, ne recevoir que des réponses en attente. Alors, bon, le 12 juillet, ils vont avoir jusqu'au 12 juillet pour que des places s'ouvrent. Il y a une deuxième phase de la plateforme pour que les élèves puissent avoir une proposition positive. Hein? Normalement, tous les élèves reçoivent une proposition positive. Hein? Il n'y a pas vraiment d'élèves qui restent sur le carreau. Voilà, ça c'est des propositions pour les candidats qui n'ont pas reçu des propositions d'admission. C'est la deuxième phase où il y a des aménagements, certains. Par exemple, si les élèves ont accepté mais ne s'inscrivent pas à et c'est ça, l'inscription administrative, c'est la partie qui va vraiment donner la certitude des places des élèves dans les universités. Alors, cette attestation d'inscription pour les élèves qui n'ont pas la nationalité française, ils vont devoir avoir besoin de cette attestation pour pouvoir demander un visa étudiant par la suite. Alors, il y a, si bien c'est compliqué, et au fur et à mesure que vous rentrez, vous allez peut-être retrouver des questions. Hein, c'est plus facile de vous partager au fur et à mesure que vous rentrez. Mais il y a toujours la messagerie de contact qui répond à toutes les questions des élèves. Et il y a aussi un numéro vert qui peut vous orienter et vous aider à toutes vos questions.
C'est important quand vous allez faire les choix des formations de ne pas faire uniquement des formations sélectives parce que vous risquez de rester vraiment sans réponse. Il faut avoir toujours un plan B, des formations un petit peu moins sélectives, mais à la fin, vous pouvez toujours aboutir à des formations très intéressantes, hein. Alors, du coup, et pour moi, c'est tout et on peut passer à la phase de questions-réponses. Super, merci beaucoup Mylène. C'est très informatif et je vous remercie à tous d'être à l'écoute. Nous avons énormément de questions. Alors, je parle pour les gens qui on est localisés aux États-Unis. Les questions qui reviennent souvent, qui sont posées actuellement, c'est si un élève, un lycéen a un diplôme de baccalauréat international, de high school diploma, ou alors s'il a passé son bac en candidat libre en étant à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent qualifier pour Parcoursup ou est-ce qu'il y a d'autres options pour eux? Alors, là, l'important, c'est de savoir la nationalité de l'élève. Si l'élève est français, tous les élèves français, peu importe s'il est fait un IB, une école mexicaine ou autre, ils doivent passer par Parcoursup. Tous les élèves à l'étranger doivent passer par Parcoursup. Ça, c'est une question de nationalité. Certaines écoles privées, par exemple les écoles de commerce et certaines écoles, par exemple INSA de Lyon, ont une formation même s'ils sont français, ils peuvent postuler avec les notes mexicaines ou américaines et ils rentreraient comme étrangers. C'est plutôt avantageux s'ils veulent rentrer dans ces écoles-là parce qu'il y a un quota à remplir et ils ont plus de chances d'être admis que par Parcoursup. Mais ce n'est pas toutes les écoles. Il y a seulement certaines écoles qui ont cette possibilité-là. D'accord. Merci Mylène. Donc, les parents doivent se renseigner auprès des écoles qui les intéressent pour leurs enfants et savoir s'ils peuvent postuler directement à l'école en tant qu'élèves venant de l'étranger, même s'ils ont une nationalité française, ou alors passer par Parcoursup. Très bien. Ça marche. Donc, je laisse, je crois que nous avons d'autres questions. Oui, je vois par exemple une question de Sylvie Moreau, Mylène, qui aimerait savoir si on passe par Parcoursup pour les écoles d'architecture. La question est, et pour les écoles d'architecture? Oui, oui aussi. Donc, il faut contacter les écoles, c'est ça, directement. Non, pour les études d'architecture, il faut passer par Parcoursup. Il faut passer par... Très bien. Il y a une autre question donc, de Florence Lançon, qui n'a pas compris en fait ce qu'étaient les formations sélectives et non sélectives. Alors, une formation sélective, c'est par exemple les CPGE, les prépas qu'on appelle. En France, c'est la continuité du lycée, c'est-à-dire par exemple 2 années de préparation pour les grandes écoles, on va dire. Et ça, c'est des formations sélectives où les élèves qui ont de meilleures notes, on va dire, auront plus de chances d'être admis. Les licences, par contre, c'est des formations où les élèves ont plus de chances d'être admis. Et comme je vous ai montré sur la plateforme de Parcoursup, là où il y a toutes les formations, il y a le nombre de places et le taux d'acceptation. Si le taux d'acceptation est très faible, vous pouvez considérer cette formation comme très sélective. Hein, si jamais vous n'êtes pas bien au courant de comment ça s'appelle, etc., c'est la façon de comprendre
si c'est sélectif ou pas, c'est de voir le nombre de places et le taux d'acceptation. Le taux d'acceptation vous donnera la clé de savoir si c'est une formation sélective ou pas. Très bien, merci Mylène. Je vois une autre question donc de Monsieur Magnier qui est en Turquie, qui m'avait également envoyé un mail. Et donc sa question est la suivante. Et si l'élève suit un lycée suit un lycée dans un établissement turc, donc si l'élève est scolarisé dans un établissement turc, quand il n'y a pas de diplôme sanctionnant la fin d'études, mais juste un dossier de notes, comment fait-on? Donc il n'y a pas de De diplôme. diplôme. Effectivement, en Turquie, nous n'avons pas le baccalauréat, mais on aura juste un relevé de notes. Est-ce qu'il est possible d'accéder donc aux études supérieures en France? C'est avec les notes qui va accéder. C'est la même Très bien, procédure, donc il par lui suffira. exemple, quand un élève postule dans des formations où les élèves peuvent candidater comme élèves étrangers, c'est avec les notes. Hein, c'est les relevés de notes, les IB ou d'école turque ou mexicaine ou autre, ils ont un relevé de notes et c'est avec ça qu'ils postulent. Très bien. J'ai une autre question toujours en Turquie, donc c'est Melike. Mais par contre, moi, je ne sais pas à quoi ça correspond, qui a écrit CIO, point d'interrogation. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu sais, Mylène? Peut-être CIO, qu'elle peut, voilà, peut-être elle peut détailler et oui. je reviendrai à sa question tout à l'heure. Ah, une autre question. Donc, savez-vous si la fiche avenir est importante et si une lettre de recommandation peut la remplacer? Alors ça, je ne sais, là, comme je vous ai dit, la fiche à venir, elle est complétée par l'établissement, par les professeurs de l'établissement. Euh, alors, je ne sais pas, dans le cas où ce serait un élève qui n'est pas scolarisé dans le système français, si elle pourrait être remplacée par une lettre de recommandation. Ça pourrait, j'imagine, mais je veux pas dire oui, oui, c'est ça. Faudrait juste poser la question là dans le contact de la plateforme pour avoir plus de détails à ce sujet. Mylène, il y a une autre question donc, qui est assez importante. Sylvie qui nous demande, pour les enfants binationaux, est-il préférable d'inscrire les enfants directement auprès des écoles et universités pour bénéficier des quotas pour les étrangers? Alors, oui, effectivement, il y a la possibilité de... Alors, il y a deux choses, hein. Une, c'est la nationalité, comme je vous ai dit. Un élève, même s'il est français, mais il a fait des études dans une école non française, on va dire, il sera considéré comme étranger et il pourra postuler comme étranger. Mais pas toutes les écoles ont cette possibilité-là. Il faudra les contacter, hein. Certaines, et sinon, il faudra qu'ils postulent par Parcoursup en tant que Français. S'ils veulent postuler comme étrangers, parce qu'ils ont la double nationalité, là, il faut contacter Campus France, et c'est Campus France qui intervient et fait toutes les admissions aux universités. Attention, les dates sont bien différentes. La date limite pour Campus France, je pense, ça doit être dans le 15 janvier, ça c'est la fin de la procédure d'admission. Alors là, il faut juste être attentif aux dates et contacter au plus vite Campus France. Très bien. J'ai une autre question. Donc, c'est Nathalie Serruti-Berton qui souhaiterait juste, elle pose sa question en disant, pour clarifier, un élève français, donc sans bac français, et je suppose qu'il a un high school diploma ou un IB, doit ou peut postuler par Parcoursup. Est-ce bien cela? Oui, Très bien. Et il y a une autre question également sur les transcripts. Est-ce que les notes
par exemple, des élèves qui viennent de Montréal ou de Chicago ou de l'étranger, est-ce qu'ils doivent faire traduire les notes de leur lycée pour les soumettre à Parcoursup? Voilà, c'est les détails que je ne connais pas parce que comme je travaille dans un lycée à l'étranger, je n'ai pas à faire les traductions. J'imagine que oui, parce que évidemment, ben, un élève qui vient du Japon, ça va être un petit peu compliqué à comprendre, ses notes ou sa notation. Oui, probablement, il va falloir les traduire. Mais c'est des questions que je n'ai pas les réponses précises. Mais il y a toujours un contact sur Parcoursup, sur la plateforme, et ils répondent assez rapidement normalement. Tout Super. de suite, c'est un peu difficile d'avoir une réponse rapide parce que c'est vraiment la procédure d'admission et il y a plein de questions. Très bien. Une autre question de Régis Magnier qui nous demande, le site Internet demande pour s'inscrire un numéro d'identifiant national élève quand il est lycéen à l'étranger. Comment fait-on? Alors, s'ils sont scolarisés dans un lycée à l'étranger, le lycée va vous donner un numéro. Normalement, pour le lycée franco-mexicain, on a donné le numéro de Cyclade. Si, évidemment, il n'est pas scolarisé dans un établissement français à l'étranger, il y a une case qui marque « Je n'ai pas de INE ». I-N-E. Et là, il faut cocher cette case. Très bien. Nous avons J'ai encore une d'autres questions en question. Turquie. Je vous laisse la parole. Non, non, vas-y, vas-y, Bilal. Il n'y a pas de problème. Donc, toujours Méliké qui demande les candidatures via Campus France, en plus de Parcoursup, est-ce que cela est possible pour la Turquie? C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. Ça, c'est pour les Je élèves pense qu'elle veut étrangers. Tous les postuler. élèves étrangers doivent passer par Campus France. En tout cas, c'est les informations que nous avons au Mexique. J'imagine qu'en Turquie, ça doit être la même chose. Mais bon, je ne peux pas savoir si en Turquie, c'est exactement la même chose. Mais en tout cas, au Mexique, En tous fait, les je élèves pense que étrangers. c'est deux choses différentes. Pardon? Je pense que Parcoursup et Campus France sont vraiment deux choses différentes à ne pas confondre. Oui, c'est tout à fait différent. La procédure de Campus France, c'est pour les élèves étrangers qui veulent faire des études en France. Et Parcoursup, c'est pour les élèves français qui veulent faire peu importe où ils soient, des études en France. Ouais, très bien, parce que cette question revient beaucoup dans le chat. Je vois que Christelle Juste pose également cette question. Donc, il est important de ne pas confondre les deux systèmes. Oui. On a toujours Monsieur Magnier donc, qui pose une autre question. Certains établissements demandent un équivalent bac. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, c'est un équivalent bac, c'est un examen de scolarité. Ça dépendra, je ne sais pas si, voilà, ça c'est des questions exactes que je n'ai pas les réponses précises pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans un système français. On a une autre question, Mylène, sur les élèves qui sont au niveau, qui veulent postuler après pour la maîtrise. Est-ce que pour postuler pour les masters en France, est-ce qu'il faut également passer par Parcoursup pour ceux qui ont déjà fait les 4 ans d'université à l'étranger? Alors, il y a une autre plateforme qui s'appelle Mon Master. Et là, ils peuvent postuler et voir les options. Il y a aussi des écoles qui proposent des masters, des écoles privées, ça dépendra où ils veulent accéder, ou ils vont devoir contacter directement les écoles.
Très bien. Sur Parcoursup, il y a aussi la possibilité, il y a aussi la possibilité de faire par exemple, s'ils ont abandonné une formation et ils veulent réintégrer et se réorienter, ils peuvent utiliser Parcoursup. Il y a une autre question, Mylène, intéressante. Donc, ça concerne les États-Unis. Donc, c'est Clara Vigan qui dit, je suis dans un lycée américain et les notes sont sous forme de lettres. Doit-on les transcrire sous forme de chiffres? Là, il va falloir contacter l'université et voir. L'école va vous donner la réponse. Je n'ai pas la réponse exacte pour cela. Moi, quand mes élèves postulent à des universités aux États-Unis, je fais les équivalences des notes françaises en ABC. C'est-à-dire que moi, je fais ce travail pour nos étudiants. J'imagine qu'il faudrait faire la même chose auprès des universités françaises. Mais voilà, encore, je ne suis pas dans une école étrangère. Y aurait-il d'autres questions? C'était notre dernière question, Mylène. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Donc, ce webinaire est en effet enregistré. Il sera envoyé par email à tous les membres de la communauté, que ce soit en Turquie, au Mexique ou à Chicago, ou dans le Midwest. Merci, Mylène. Merci à vous tous. Et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour ceux qui sont en Turquie. Merci à tous aussi. Bonne journée. Merci, au revoir. Moi, j'avais d'autres questions, mais j'y répondrai par écrit à la personne, donc qu'elle ne s'inquiète pas. Je suis bien consciente de ces questions, je vais y répondre. D'accord. Si besoin, tu peux me les envoyer. Très bien, merci Mylène. Merci.